Alors, on va voir si vous avez bien écouté. L'aube, elle a envie de vous poser des questions. Donc, l'aube, c'est ma fille. Elle monte Uriel régulièrement, donc c'est un cheval qui est gentil, autant pour les adultes que pour les enfants. Donc, elle veut essayer de voir un petit peu l'écoute que vous avez mis. Bonjour. Comment s'appelle cette jument? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a le pelage paumé? Parce qu'elle a une bonne alimentation au frais chez nous. Oui, bonjour. Alors, donc nous, on a une jument de type Haflinger. Donc, c'est une jument que l'on a pris possession à l'âge de ses 18 mois et qu'on a pris comme cheval de famille pour vraiment des activités de loisirs. Voilà, ma femme a déjà 2 autres chevaux. On a une écurie où on a nos 3 chevaux et on a 18 chevaux en pension. Donc, c'est une activité secondaire pour nous. Et c'est vraiment purement du loisir, hein. On veut essayer de faire effectivement un poulain avec cette jument, mais on n'est pas typé éleveur, on est vraiment dans du loisir. Alors, à savoir que pour nous, c'est vraiment une activité de long terme, en sachant que ma femme fait du cheval depuis son plus jeune âge. Mes parents avaient une ferme avec des vaches, mais mon père a toujours eu des chevaux, donc on a vraiment pratiqué ça. Et moi, j'ai pas repris le domaine agricole. Ma femme est fille de vétérinaire aussi, donc du coup elle a toujours été là-dedans. Et un jour on s'est dit, pourquoi pas avoir notre ferme. Et en 2017, on a passé le pas, on a vendu un chalet qu'on avait, et on a racheté une ferme avec un peu de terrain. Et on a développé un petit peu l'activité par passion de l'animal. Et du coup, on a la chance de pouvoir vivre ça et de faire nous-mêmes nos foins, d'entretenir nous-mêmes les terrains qu'on a dans une région dans laquelle on est originaire, puisque on est né dans cette région-là. Et c'est vrai que le foncier, c'est très compliqué, on a la pression avec le comté. Et c'est vrai que trouver du terrain et pouvoir avoir nos chevaux à la maison, c'est quelque chose qui de base est très compliqué. Donc aujourd'hui, on a cette chance-là de pouvoir le faire de manière vraiment purement, loisir, on va dire ça comme ça. Même si ça nous prend du temps tous les jours, parce que 21 chevaux à s'occuper, il faut quand même être présent, il faut en prendre soin. Il y a des propriétaires qui attendent des choses sur nous. Donc voilà. Et la jument, le type d'activité, c'est voilà, ma femme c'est vraiment spécialisée dans le dressage avec ses chevaux, mais vraiment dans du loisir. Elle a quand même elle a fait la mode Beuvron avec son autre cheval, elle a fait les championnats d'Europe avec Uriel, donc elle a quand même un niveau qui est intéressant. Et puis Lou, elle est en plein dans l'apprentissage, elle fait pour le moment plutôt du CSO, mais voilà, l'idée c'est que peut-être un jour elle reprendra la structure, peut-être de manière professionnelle, à voir, hein, il y a plein de choses à développer, il y a du potentiel. Maintenant, on verra d'ici là. Aujourd'hui, elle a 10 ans. Elle a le temps elle fera comme elle voudra, c'est elle qui décidera. On ne lui mettra pas la pression, ça restera son choix, quoi. Alors effectivement, c'est la SHF qui nous a fait venir à travers nos centres comme nous, l'association Haflinger. Donc c'est l'association Haflinger qui nous a démarché pour venir ici, en sachant que Uriel, c'est une jument qui a eu des résultats au niveau France, dans le modèle et allure. Donc ça reste un modèle qui plaît, qui est plaisant et qui correspond à la race. Donc du coup, on est venu l'année passée déjà. Et ils nous ont demandé de revenir cette année. Donc voilà, c'est vraiment la SHF à travers les différentes références des races que vous pouvez voir à côté d'Uriel. Donc il y a plusieurs races qui sont présentes, il y a environ 18 races.
Et du coup, voilà, c'est ce qui permet de montrer un petit peu la polyvalence des différents chevaux qu'on peut avoir là. Donc il y a un cheval par race. Ben, Uriel, c'est un cheval de tout. Elle peut faire de la clage, du trek, du saut, du dressage. Moi, j'aime bien. Comment on est déjà allé en concours ensemble. On a déjà gagné des épreuves. Pourquoi tu as eu la passion du cheval? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu la passion du cheval? Ben, j'ai toujours été avec ma maman, avec le cheval. Et quand on était encore dans notre chalet, ben, elle devait m'emmener avec elle et j'ai toujours été avec elle, du coup, avec le cheval. Même dans son ventre? À 9 mois, j'étais encore dans son ventre quand elle a encore monté. Super, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Et voilà. Merci à vous, c'est gentil. Tu parlais d'effectifs tout à l'heure. Dans les races d'Alpes, c'est le plus petit effectif en France. On est à moins d'une dizaine de naissances. 25, on a augmenté ces dernières années. 25 naissances. Quand on tourne autour d'une centaine de naissances par an, on dit déjà qu'on est race menacée. Alors je vous laisse imaginer là, 25 naissances par an. Il faut se battre pour préserver la race. Exactement. Donc le grandement du Berry que tu nous as présenté maintenant. Merci Isabelle. Le standard de race le plus petit des ânes élevés en France, c'est celui-ci, c'est le normand. En Normandie, à nouveau, on n'a pas fait très compliqué. Tu sais pourquoi il est petit comme ça? Non, pas du tout. On passait sous le vent peut-être? Alors, ça pourrait, mais en l'occurrence, en Normandie, on a beaucoup d'herbes, on y élève des vaches, la fameuse vache normande, on y fait beaucoup de lait, de la crème, du beurre, des fromages. Et tous ces travaux-là étaient dédiés aux femmes. C'était les femmes qui faisaient la traite. Les hommes faisaient les travaux de force à l'extérieur, les femmes s'occupaient des animaux. Une fois qu'ils étaient nourris, la traite, apporter le lait, battre la crème et faire la logistique aussi. Et les femmes, eh bien, elles ont été malines, elles se sont dit plutôt que d'utiliser les gros chevaux de trait du Nord, hein, tu vois bien, et de dire on va porter les bidons de lait jusqu'à dos de trait du Nord, eh bien on va utiliser les petits ânes qu'on a dans le secteur. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, bien stable sur le vélo, c'est parti. C'est parti fort au niveau du jaune, au niveau du rouge aussi. Je vous rappelle, sous la minute, ce sont des bons chronos. Sous les 40 secondes, on est sur vraiment les très très bons chronos. Le record étant en 32 secondes et 19 centièmes, réalisé par ma grand-mère mardi. Allez, 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 allez. Oh là, ça devient dur, ça devient dur. Oh, le blanc qui revient peut-être. Et victoire du jaune. Bravo. Allez, rouge, allez, 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 allez. Félicitations. Allez, vert, allez, 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 on encourage, allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Je vous avais annoncé, hein, sous les 40 secondes, on est vraiment sur des très bons chronos. Sachez que le premier en jaune est en 35,05. En blanc, vous êtes à 35,93. Félicitations. Le record est 3 secondes plus rapide. Je vous laisse imaginer. Allez, bravo. Vous avez tous gagné du lot avec ma collègue Lino. Bravo. Allez, à qui le tour? Venez en famille.
On avait une petite rondelle qui était grosse comme là, et en fait là il y avait 114 ans. Ouais. Et lui il avait poussé tout doucement en montagne, que lui il a poussé tranquillement dans notre arboretum. Et regarde, je te montre un truc. Regarde. Ça, c'est des carottes. Ouais. Quand on est sur le terrain, on ne peut pas couper tous les arbres. Mais si on veut les étudier, on fait des carottes comme celle-là. Ah bah non, on fait pas les carottes du jardin, mais ça porte le même nom. On les fait avec l'appareil là. C'est une pierre arrière de Presley. Vas-y. Grâce à ça, tu vas faire une carotte. Allez, vas-y. Fort. Plus tu vas aller vers le milieu, plus ça va être. Allez. Allez. On sort tous les muscles. Allez. Encore. Et maintenant, tu la retires tout doucement. Vas-y. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est difficile de voir l'âge des arbres? Non, ce n'est pas difficile de voir l'âge des arbres. Tu peux voir l'âge des arbres sur un tronc qui a été fraîchement coupé. Comme ça, quand toi tu te promènes en forêt, tu peux les trouver. Mais moi, dans mon métier, j'utilise une tarière de Presley qui me permet de faire une carotte à l'intérieur de l'arbre. Et une fois extraite, je peux compter les cernes sur cette carotte. Donc c'est assez facile. Quand on les voit pas très bien, par exemple sur celle-là, on compte ici. Alors nous, au laboratoire, pour pouvoir compter correctement les cernes des arbres, on utilise un appareil qui s'appelle un microtome. Cet appareil, c'est une lame de rasoir qui vient couper la carotte sur le dessus et on passe plusieurs fois. Ce qui permet de nous faire une surface plane. Et cette surface plane, on la dépose sur le scanner. Et une fois sur le scanner, cette image est enregistrée, on la met sur l'ordinateur et on a un logiciel spécial qui nous permet de cliquer les cernes. Et tous les clics réalisés sur la carotte nous permettent de refaire toutes les largeurs de cernes. Et à l'œil vu, à l'œil nu, on peut y arriver? À l'œil nu, tu peux réussir, mais pas sur toutes. Tu as les résineux. Les résineux, les cernes sont super faciles à voir, comme sur ta carotte. Chez les feuillus, le chêne est aussi facile, mais il y en a un qui est très difficile, c'est le hêtre. Donc le hêtre, pour savoir si on a le cœur de l'arbre, on n'utilise pas les cernes pour se repérer, mais les rayons ligneux. Les rayons ligneux, ce sont des traits perpendiculaires aux cernes et qui doivent remonter tout le long de la carotte. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à se repérer sur le terrain. Car les carottes de hêtre sont très difficiles à lire. Donc c'est comme ici. Alors sur ta carotte, non, là on voit les cernes, elles sont parallèles. Parce que c'est le début, c'est tout à fait normal. Mais ici on voit que les cernes commencent à tourner. Regarde, elles sont en train de tourner vers toi. C'est-à-dire que le cœur de l'arbre, en fait, il était plutôt à côté. Et ça nous donnait une indication sur la direction à prendre. Et aussi, pourquoi ici, par exemple, ça a une odeur? Ça a une odeur parce que ta carotte est fraîche. Elle est toute neuve, c'est toi qui l'as extraite de l'arbre tout à l'heure. Alors que ici, c'est une carotte ancienne. L'odeur, elle est partie. Donc, par exemple, sur l'arbre, c'est dur ou facile? C'est du cèdre, donc c'est assez facile à lire. Voilà. Est-ce que vous pouvez lire un petit mot sur la fin? Ah bah là, j'ai plus que besoin de 2 secondes. Alors pour un petit mot de la fin, eh ben, j'apprécie fortement cet exercice
de présenter cette science de cernes. C'est la dendrochronologie, c'est la science qui étudie les cernes de croissance annuelle des arbres. Et j'ai apprécié au cours de ce salon de montrer mon travail aux adultes, mais aussi aux enfants qui sont venus. Bonjour, donc moi je vais vous parler un petit peu de la Confédération paysanne et du projet particulier qu'elle défend. Donc la Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole, donc tous nos membres sont des agriculteurs et des agricultrices. Et donc nous défendons un projet agricole qui s'appelle l'agriculture paysanne. Pour nous, du coup, l'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est très ancrée dans son territoire, qui nécessite d'être portée par des paysans et des paysannes nombreux et nombreuses dans tous les territoires. Donc nous, on pense que pour pouvoir faire une agriculture paysanne partout en France et qui assure la souveraineté alimentaire, il faut au moins 1 million de paysans et de paysannes répartis sur le territoire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a un peu plus de 400 000. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de fermes par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir à la fois nourrir nos concitoyens et concitoyennes tout en préservant les ressources et en s'adaptant et en luttant contre le dérèglement climatique. Donc pour ça, il faut vraiment un nombre important de gens à travailler à la production alimentaire. Pour nous aussi, l'agriculture, elle doit être en lien très fort avec l'alimentation. L'objectif principal assigné à l'agriculture, c'est d'abord de nourrir des gens et de nourrir des gens avec des produits de qualité, des produits qui les gardent en bonne santé. Et donc c'est vraiment très important pour nous cet aspect qualitatif. Et on pense que du coup nos fermes doivent être transmissibles, donc on ne va pas les agrandir d'une façon importante. On préfère avoir plein de fermes de petites, moyennes sur le territoire et qu'on puisse transmettre quand on va arrêter notre activité et pas des fermes importantes où on va concentrer des moyens de production et ça sera intransmissible quand on s'arrêtera. Donc voilà un petit peu ce qu'on défend à la Confédération paysanne et peut-être ce qui nous différencie du projet agricole porté par d'autres syndicats. Donc on travaille effectivement beaucoup sur les questions d'installation agricole, et notamment avec la FADEAR, le réseau de développement de l'agriculture paysanne. Sur la question de l'installation, alors on a la chance quand même en France d'avoir une aide à l'installation qui peut être assez importante selon les régions, donc une aide financière au moment de l'installation. Qui donne aussi une plus-value lors d'installation en agriculture biologique. La problématique qu'on peut rencontrer aujourd'hui, alors notamment sur ces installations en agriculture biologique et sur cette transition agroécologique, c'est que ces aides tendent à diminuer au fur et à mesure des années ensuite. Et donc là, on souhaiterait que ça puisse se pérenniser pour que les surfaces en agriculture biologique puissent continuer à être cultivées selon cette méthode-là. Et une seconde problématique qu'on a aujourd'hui, c'est l'accès au foncier pour des jeunes porteurs de projets, et notamment non issus du milieu agricole, où c'est assez compliqué d'accéder au foncier, notamment par le fait d'une prédation des terres agricoles par des gens déjà installés, des gens bien implantés, qui parfois ont une mainmise sur le foncier agricole. Et donc là-dessus, on a des combats un petit peu partout pour permettre l'accès au foncier aux jeunes générations. Oui, sur un cas concret, en Maine-et-Loire, on a une ferme qui était à céder, une ferme laitière, sur laquelle 4 porteurs de projets se sont portés candidats pour reprendre l'entièreté de la ferme en élevage, la passer en agriculture biologique. Et la SAFER, qui gère les transmissions et qui valide les projets de transmission, a préféré faire passer cette ferme-là, démembrer la ferme et a préféré
démembrer la ferme et attribuer les terres à des exploitants déjà en place sur des surfaces relativement importantes. Et malgré les différentes mobilisations qu'on a pu faire au niveau de la Confédération paysanne, malheureusement, on n'a pas pu influer ce choix et aujourd'hui cette ferme elle est partie démembrée à l'agrandissement plutôt que pour favoriser l'installation de 4 jeunes porteurs de projets. Oui, bonjour. Alors en ce qui concerne en fait le modèle qu'on porte, en fait, le modèle agricole, c'est un modèle qui est résilient, qui est durable, qui permettra sur le long terme et pas seulement à court terme de répondre aux enjeux économiques, alimentaires, de territoires ruraux, mais aussi également de qualité de l'eau, de qualité de l'air, de qualité des sols. Et donc ce système, d'un point de vue technique, pratique, il est possible de le mettre en place. Ensuite, ce qu'on dénonce, nous, c'est que la volonté politique, elle est insuffisante pour aller dans cette direction, donc, qui répond pourtant aux attentes de la population. C'est-à-dire d'avoir non seulement de la nourriture abondante, mais aussi derrière de la qualité, et aussi un cadre de vie et des conditions de production qui soient acceptables pour tous. Alors un exemple concret, c'est qu'il y a des aides de la politique agricole, des aides européennes, pour soutenir les changements de pratiques vers des systèmes plus vertueux. Cependant, elles sont totalement insuffisantes. C'est-à-dire qu'en Bretagne, par exemple, il y a un an, il y a eu les demandes, les budgets étaient insuffisants parce que ça représente une infime partie de l'argent public donné à l'agriculture, était insuffisant pour répondre aux demandes. Les agriculteurs demandaient à rentrer à souscrire à ces mesures qui leur permettaient de changer de pratique, et c'était refusé parce qu'il n'y avait pas assez de budget. Suite à des mobilisations agricoles qui ont été longues et difficiles, on a obtenu des évolutions des budgets supplémentaires, mais qui ont été ponctionnés sur l'agence de l'eau, donc qui a en charge la qualité de l'eau pour l'ensemble des territoires. Et donc en fait, de cette façon, on impacte l'ensemble des politiques publiques autour de la qualité de l'eau. C'est-à-dire qu'on enlève des budgets qui sont dédiés à la qualité de l'eau pour financer des mesures qui devraient être généralisées en réalité, quoi. Donc en fait, c'est un exemple concret de comment, selon nous, les politiques portées actuellement, elles favorisent des systèmes qui ne sont pas durables, qui posent en fait énormément de problèmes de fond pour la société. Et les agriculteurs et agricultrices qui souhaitent s'engager dans des évolutions, ils ne sont pas soutenus, insuffisamment soutenus, et donc ça ne permet pas de massifier ces évolutions. Voilà. Le contexte n'est pas forcément très facile, notamment en termes de revenus, mais l'agriculture, c'est vraiment un métier qui a du sens. En fait, nous, on y est très attachés. C'est vraiment indispensable. Nourrir nos concitoyens et concitoyennes, c'est complètement indispensable. Et c'est un très chouette métier. Et donc, du coup, on accueillera toutes les personnes qui veulent venir nous rejoindre parce que c'est nécessaire. Quand on parlait d'1 million de paysans et de paysannes, il faut qu'il y en ait vraiment beaucoup qui viennent nous rejoindre pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Le prince pour la princesse. C'est le mec qui est matrixé. Matrixé, c'était.
Bonjour. Qu'est-ce que vous présentez à ce stand? Alors ici, à ce stand, on présente les parcs naturels régionaux des Hauts-de-France. Est-ce que tu connais les parcs naturels régionaux? Non. Il en existe 60 en France, à peu près, des parcs naturels régionaux. Et dans les Hauts-de-France, il en existe 5. Je te montre la carte? Voilà. Tu les vois là? Eh bien, dans ces parcs naturels régionaux, les communes, elles s'associent et elles décident de mener des actions pour préserver la nature, le patrimoine culturel, les traditions par exemple, les savoir-faire, mais aussi l'architecture et surtout les paysages. Parce que les paysages, eh bien, ils sont créés par les hommes et si on n'y fait pas attention, eh bien, on peut les détruire. Nous, on est le parc naturel régional. Regarde, hop, le plus en haut sur la carte. Tu peux me le montrer? Oui, on est celui-là. On est le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Et on est face à l'Angleterre, tu vois, on est vraiment tout en haut. Tu vois, sur cette carte ici, on voit notre territoire qui va de Calais à Boulogne-sur-Mer et un petit peu plus au sud, et qui remonte vers Saint-Omer. Et ça fait 154 communes qui travaillent ensemble pour préserver l'identité, la culture de cette région, en fait. Tu vois? Et alors, on a de très beaux endroits dans ce territoire. Par exemple, on a le marais audomarois. Regarde comme il est joli. C'est un labyrinthe de terre et d'eau qui a été créé par l'homme. Et dans ce labyrinthe de terre et d'eau, aujourd'hui, il y a beaucoup d'oiseaux et beaucoup de végétation très jolie, très fragile. Et on travaille pour sa préservation. Et dans ce marais, on cultive des légumes. Et notamment la carotte de Tilk. Regarde ça un peu, la carotte. Elle est énorme parce qu'elle aime bien l'environnement un peu humide, un peu sablonneux qu'on lui propose dans notre région. C'est une très grande carotte, on l'appelle la géante. Elle a un gros cœur, elle est très orangée et elle est hyper sucrée. Elle est vraiment très bonne à manger crue ou cuite. Tu aimes la carotte? Tu devrais la goûter. Je te donne un petit morceau? Alors, t'en penses quoi? C'est bon, hein? Et aussi, dans notre parc naturel régional, ici, on a un territoire qu'on appelle le bocage. Le bocage, ça veut dire que ce sont des pâtures, ce sont des prairies qui sont entourées de haies. Tu vois, ça fait comme des carrés avec de la jolie haie et des arbres tout autour. Et là, on a beaucoup de vaches laitières, donc on produit beaucoup de produits laitiers. Et on a aussi le cheval boulonnais. Regarde, je vais te montrer. Le cheval boulonnais, eh ben, il est né là-bas, dans le boulonnais, ici. Tu vois, là où il y a le bocage, en fait. Et le cheval boulonnais, c'est un cheval de trait. Donc c'est un cheval qui sert pour faire des travaux difficiles. Et notamment, au Moyen-Âge, ce cheval, comme on n'est pas très loin des ports de la côte, eh bien, il transportait le poisson qu'on ramenait au port et il devait vite le ramener à Paris pour que les Parisiens puissent manger du poisson frais. Et il existe à Samé, ici, la maison du cheval boulonnais. On peut venir voir les chevaux et en savoir un petit peu plus sur leur histoire. Et si on remonte un petit peu plus, ici, tu vois, il y a une espèce de petite courbe. Et bien là, on a le cap Blanc-Nez et le cap Gris-Nez. Et ces deux sites-là, ils sont face à l'Angleterre. Et quand on est là, eh ben, on voit l'Angleterre, on voit les côtes anglaises. Et en fait, on a une histoire avec les Anglais parce qu'on a le même sous-sol géologique. Donc on est liés à l'Angleterre. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'Angleterre et la France, ils étaient réunis. Et un jour, il y a eu un effondrement et la terre, en fait, elle s'est affaissée. Il y a eu une grande inondation et c'est comme ça que s'est construit, que s'est créé le détroit du Pas-de-Calais. C'est comme ça qu'on a été séparés de l'Angleterre. Alors nous, aujourd'hui, on travaille avec les Anglais pour créer un géoparc, pour créer un parc qui sera reconnu par l'UNESCO parce que c'est vraiment une richesse géologique et aussi environnementale qu'on doit apprendre à préserver tous ensemble. Voilà ce qu'on fait ici. C'est 70 parcs naturels dans le monde ou en France? En France.
En France, il existe à peu près 60 parcs, 58 ou 59 aujourd'hui, mais uniquement en France. Après, il existe aussi des parcs en Belgique, dans d'autres pays aussi. Et on se réunit, tous les parcs, on se réunit une fois par an pour discuter justement un petit peu de comment on doit faire pour continuer à préserver la nature et nos paysages. Et vous savez dans le monde combien il y en a? Non, je ne peux pas tout dire. Ah. Donc c'est des carottes qu'on récolte tout déjà? Alors les carottes que tu as mangées, on les récolte ici, dans le marais de Saint-Omer. Et tu vois, ça ressemble à ça. C'est un mélange de terre, c'est un mélange de bandes de terre et de bandes d'eau. Parce qu'un marais, c'est une terre qui est assez humide. Et au Moyen-Âge, les moines qui étaient là dans la région ont décidé de prendre un peu de tourbe. La tourbe, c'est la terre. Et avec ça, ils faisaient des briques pour se chauffer. Et en prenant la tourbe, eh ben, ça a fait des lignes d'eau entre les lignes de terre. Et nous, maintenant, eh bien, on cultive sur les lignes de terre. Et dans ce marais, il existe des habitations qui sont sur des îles. Et on peut y accéder que en bateau. Et il y a même un facteur qui fait sa tournée en bateau pour aller déposer les lettres dans les boîtes aux lettres. Et si tu veux le visiter, eh ben, c'est possible. Il faut venir ici, à la Maison du Marais. Et il y a des départs en bateau pour aller visiter le marais audomarois. Tu viendras ? Bon, bah voilà, on a terminé.